3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac nous accompagne, dirigeant associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à Arnaud Morel avec nous également. Bonsoir. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management et à nos côtés également Gilles Etcheberry-Garay. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes le président, fondateur et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. C'est la meilleure semaine de l'année pour les actions mondiales. Gilles, qu'est-ce qui explique ce momentum? Pas nouveau, hein, je crois qu'on est à la 11e ou 12e semaine. Il y a beaucoup de semaines qui auront été positives depuis le début de l'année, mais qu'est-ce qui explique ce momentum qui bouscule quand même pas mal de monde? Quand je vois les stratégistes courir après le S&P 500 en relevant tous leurs objectifs pour la fin de l'année 2024, je me dis que tout le monde n'était pas prêt ou tout le monde n'avait pas anticipé peut-être un momentum aussi favorable. Alors il y a deux choses dedans. Un, l'événement, c'était comme la Fed qui a remis un peu d'essence sur le feu, parce qu'on avait quand même juin qui paraissait de plus en plus tendu en termes de... Enfin, là, une baisse en juin, sachant qu'après juillet et septembre sont interdits à cause des élections quasiment, donc ça veut dire qu'il restait juin, sauf accident. Mais ça politise encore plus la Fed qu'elle ne l'est déjà, donc juin était tendant à 50%, et là... Powell a un peu emprunté le livre de la Banque du Japon et a fait de mine d'être haut ou d'être tendu, mais tout en laissant la porte ouverte au marché. Donc ça, c'est la première chose. Hein. Effectivement, les marchés rassurés et la Fed qui continue à rajouter un peu par derrière de punch, d'alcool dans le punch, hein, pour citer la phrase célèbre du banquier central. Le bol de punch. Voilà, normalement la Fed est censée le vider. Là, Jérôme, il rajoute un peu d'alcool quand la fin de la soirée bat son plein. Et le deuxième point, c'est quand même une nouveauté qu'il faut noter, en tout particulier sur les indices américains, c'est que le SP500 surperforme le Nasdaq. Et donc, il y a quand même une diffusion qui permet, parce que jusqu'à présent, si on regardait la hausse du SP500, il y avait un tiers de la hausse, c'était Nvidia tout seul, un tiers, c'était Meta, les 3 autres, et un tiers sur les 496 restantes. Là, il y a une diffusion sur d'autres secteurs, on voit l'énergie, on voit des choses comme ça, il y a une diffusion sur d'autres secteurs qui permet aussi de donner un second souffle aux indices qui étaient quand même très largement tractés. Le S&P équipondéré rattrape un peu son retard là. C'est un de nos trades et même il surperforme depuis un mois. L'équipondéré, nous c'est une position qu'on a en place, long équipondéré, short SP traditionnel, et c'est une position qui surperforme depuis un mois. C'est un sweet spot. Enfin, je veux dire, vous dites, Jérôme Powell remet de l'huile sur le feu, l'image même que vous utilisez n'est pas forcément une image très rassurante. Ce qu'a dit Powell, clairement, c'est que jusqu'aux élections, la Fed a une tolérance à l'inflation qui sera forte et est prêt à aider... À la croissance. À la croissance nominale. Oui, une tolérance à l'inflation. Donc la croissance c'est bien la croissance qui est plus révisée que l'inflation dans les nouvelles projections. Mais en plus, la croissance nominale, enfin, ils disent, voilà, même jusqu'aux élections, en tout cas, la Fed va essayer de laisser les choses courir. Donc c'est ça, voilà, le point du dernier point. Et donc les marchés ont réagi assez... On panique pas face à la croissance nominale, quoi. On parie que la Fed contrôlera quand même que, en fait, il y a un pari pascalien de dire que l'inflation va quand même diminuer un peu et qu'ils n'auront pas besoin de se dédire dans les 6 mois qui viennent, parce que là, si jamais il y a des statistiques qui sont un peu de travers, le choc de retour risque d'être important. Comment vous considérez cette situation de marché, alors qui n'est pas neuve, hein, enfin je veux dire, novembre-décembre ont été des mois déjà très favorables, et le début de l'année, notamment pour les marchés actions, reste très positif. Arnaud, quel état des lieux vous faites à ce stade et qui justifie ce momentum sur les marchés actions? Confirmation du meilleur des mondes sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'on a une croissance économique qui accélère, avec des taux élevés, c'est quand même une bonne chose, c'est ce qu'on voit, constate, confirmé par M. Powell. La deuxième partie, c'est qu'on a des croissances de bénéfices qui accélèrent aux États-Unis. On peut espérer qu'ils reprennent et qu'ils ont bottomé en zone économique européenne. Et en plus, on a un calendrier à peu près fourni sur des baisses de taux. Et on a vu la Banque nationale suisse qui a fait le premier pas, même si c'est du 2 à 1,75. Ils ont moins de marge de manœuvre, certes, mais en tout cas, ça donne ce
voilà, ce bon schéma, ce bon chemin à suivre pour une poursuite de la hausse sur les marchés financiers. Et les records appellent les records. Et comme ce qui a été dit précédemment, c'est une densité plus importante, un taux de participation beaucoup plus important sur les marchés. On l'a vu sur les 10 derniers jours en zone économique européenne et depuis pratiquement un mois sur la partie américaine, et notamment avec un Russell qui a repris avec un spread qui se reprend un petit peu par rapport à les mid-cap américaines, c'est ça? Exactement. Donc ça, c'est des éléments qui sont aujourd'hui probants. C'est des indicateurs de force. Non, mais pour expliquer, le rallye se solidifie, le rallye s'élargit. On construit une hausse qui est solide, là? La crainte qu'on avait un peu tous, et la problématique dans les gérants, on va dire, actifs, c'était cette concentration des indices. Donc aujourd'hui, d'avoir une densité beaucoup plus importante devrait permettre de pérenniser la hausse et même l'amener un peu plus haute. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des inomies en termes de valorisation entre, on va dire, les grandes sociétés américaines ou même en zone économique européenne, quand on a des SML. Vous avez des très belles sociétés, mais qui sont complètement sous-valorisées, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le secteur automobile, dans le secteur pétrolier. Donc ça reprend de la force, c'est ce qu'on voit, et ça, c'est ce qui va permettre au marché de poursuivre leur hausse, en tout cas jusqu'à l'annonce, on l'espère, de la baisse des taux directeurs en mois de juin, que ce soit en Banque centrale européenne ou américaine. Ouais. Plus de croissance nominale pour plus longtemps, c'est ce que nous dit Jérôme Powell, et ça n'a l'air d'effrayer pas la Réserve fédérale américaine, et encore moins les marchés actions. Aux États-Unis, c'est sûr. Et c'est quand même la zone qui a le plus de potentiel de croissance, en tout cas. Et en Europe, c'est un peu moins sûr, mais on semble avoir passé le point bas. Donc c'est d'un côté, c'était l'atterrissage en douceur, et puis là, c'est un peu le décollage en douceur. Après, notre capacité de croissance en zone euro n'est pas exceptionnelle, mais nos actifs sont aussi pricés pour tenir compte, en fait, finalement, de cette capacité. Après, vous avez vu ces derniers jours, les marchés, c'est un peu souvent comme ça, on achète la rumeur, la nouvelle arrive, et puis ça va peut-être un peu se tasser, là, puisqu'on a beaucoup acheté le discours. Là, on a au moins un cadre. Je suis d'accord, il ne faut pas intervenir dans l'élection américaine. Donc, ils n'ont pas la possibilité, sauf catastrophe, de faire quelque chose qui pourrait donner un avantage soit à l'un, soit à l'autre des candidats, en tout cas déclaré, parce qu'on ne sait pas si ça sera les deux à la fin. En plus, donc je pense que l'été va être quand même le début de volatilité. Les élections, ça crée toujours la volatilité. Il y a la moitié du monde qui va voter, mais la plus importante, c'est l'américaine. Et puis, celui qui pourrait vraiment créer un changement de momentum sur l'économie globale, c'est quand même Trump. Puisque le protectionnisme, c'est moins bon quand même pour l'économie mondiale que le libre-échange à tout craint. Donc, je pense que le marché mettra un peu plus de temps à absorber cette phase, atterrissage, décollage. Bon, il est allé très vite. Les résultats ont été quand même partout assez bons. On dit le record du CAC, mais CAC 40 dividendes réinvestis, ça fait longtemps qu'il bat des records. Et puis les dividendes qui ont atteint des niveaux assez pléthoriques en 2023, avec des niveaux de valorisation, on en parlait, l'automobile, des titres comme Stellantis, BNP Paribas, qui sont des très très belles sociétés. Donc l'argent rapporte, les actifs nominaux qui profitent le plus du sweet spot, ce dont on parlait, l'inflation de 4, ce sont les actions. Et malgré toutes les vicissitudes géopolitiques et les taux d'intérêt assez élevés, l'économie mondiale va croître autour de 3%, un peu en dessous de son rythme pré-pandémique, mais pas non plus diamétralement inférieur à son rythme pré-pandémie. Qu'est-ce qui peut faire dérailler tout ça ? C'est évidemment l'accélération des risques géopolitiques. Cette élection aussi, puisque le candidat Trump est un peu moins prévisible que Biden. Après, on sait très bien, les Américains, ils ont le même axe, les deux présidents ont le même axe, c'est lutter contre le pouvoir chinois, entre guillemets, et puis c'est America First. Alors, ils ont des méthodes différentes, baisse d'impôts, dépenses sociales, mais de toute façon, nous, l'Europe, on est toujours un peu le parent pauvre des décisions économiques américaines. Est-ce qu'à un moment, la question générale des déficits, des niveaux d'endettement peut être, je ne sais pas, un coupe-circuit à ce momentum positif sur les marchés financiers? On en parle beaucoup. Moi, je regarde le spread France-Allemagne. Il a plutôt eu tendance à se rétrécir. On est à moins de 45 points de base, par exemple, malgré tout ce que... Malgré les élections malgré tout, malgré le déficit plus important que prévu, etc. Pour l'instant, le marché est quand même très bienveillant par rapport à ce genre de situation. Je ne parle même pas de la situation américaine, où là, effectivement, il n'y a pas de visibilité sur une consolidation des déficits, que ce soit Biden ou que ce soit Trump. La situation américaine, le déficit, c'est la monnaie suprême, souveraine. Nous, c'est moins le cas.
Puis il y a 4% de croissance nominale. Ouais, et puis quand on baisse les taux, on est moins inquiet sur le coût de sa dette. Donc c'est peut-être aussi là qu'il y aura une surprise sur l'action de la BCE, quand et à quelle amplitude, puisque là on a des baisses de 25 points de base pour les États-Unis, mais je pense que nous en Europe on aurait besoin d'une baisse plus forte. Ah ouais. Ce ne sera pas le même chemin, vous pensez, entre la Fed et la BCE? Je l'espère, mais quand on voit l'économie, elle est quand même pas... oui, c'est en douceur, quoi. C'est gentil de le dire comme ça. Voilà. Oui. Et je pense que c'est un bon coup de fouet. Alors, est-ce que la BCE ne veut pas non plus donner le sentiment qu'on peut continuer à dépenser pour les États dispendieux? Parce qu'il y a aussi ça qui joue. Hein. Mais là, l'économie, certes, on redécolle en douceur, mais il nous faut aller un peu plus loin et un peu plus haut. Quoi. Ouais. Oui, puis on a du rattrapage à faire par rapport à l'écart. Mais du point de vue des marchés, on est en train de entre guillemets, suivre un bon chemin. Ah oui. L'Eurostoxx, depuis 8 semaines, fait mieux que le Nasdaq, je crois. Enfin, c'est pas loin de faire mieux que... Oui, l'Europe depuis 2 semaines. Et SML avait déjà présent, mais parce que c'est quand même la première valeur de l'Eurostoxx. Hein, il change, on a petit pourcent. Hein, bien sûr. Sur les banques centrales, là, après le déluge de communication cette semaine, le cut surprise de la Banque nationale suisse, est-ce qu'on imagine quand même quelque chose d'assez synchronisé, sans que ce soit forcément coordonné volontairement, mais un calendrier assez synchronisé, ou est-ce qu'il y a un risque effectivement de désynchronisation avec des chemins de réglage de politique monétaire qui peuvent être très différents dans les grandes banques centrales majeures, j'entends. Je dirais qu'il y a un paradoxe aujourd'hui. C'est de ce point de vue-là. Il y a une recherche de synchronisation, clairement, à mon avis, de la BCE, qui, paradoxalement, aujourd'hui, est devenue la banque centrale la plus haut quiche. D'ailleurs, c'est pour ça que l'euro a tendance à monter. Aujourd'hui, quelque part, la seule banque centrale qui aurait besoin de baisser, comme les Suisses, c'est la BCE, qui ne le fait pas. Bon, Coffee England un peu aussi, mais donc aujourd'hui on a un paradoxe où la BCE est devenue, même par rapport à la Banque du Japon, tout ça, est devenue la banque la plus dure. Par rapport à sa situation et la Fed un peu mollassonne sur les côtés, mais pour des enjeux politiques probablement. Donc clairement, pourquoi? Parce que la BCE ne veut pas partir toute seule devant. Et par contre, je rejoins Igor, c'est que une fois qu'elle partira, la BCE risque de partir beaucoup plus fort, sauf accident aux États-Unis, que ce qui est la trajectoire prévue. Je pense qu'elle attend, elle ronge un peu son frein, même si ça l'arrange un peu pour des... Mais derrière, je pense que les baisses seront plus fortes. C'est intéressant parce que Christine Lagarde nous dit cette semaine, n'attendez pas, après la première baisse de taux, qu'on vous donne un engagement ou une forward guidance quelconque. Hein. Oui, mais on voit bien qu'aujourd'hui, là où le décalage, je dirais, au quiche ou restrictif est le plus important, c'est l'Europe. Même les Suisses, voilà. Les autres, on a des les autres, on a quand même des conjonctures. Ils pourront lâcher beaucoup plus de l'Est que ce que pourra faire la Fed. Les Japonais ont une politique qui reste encore très lâche par rapport à la situation. On vient de parler d'inflation tout à l'heure, on est à 0,10 avec 2,8 d'inflation. Les Américains, voilà. Donc vraiment, le seul endroit où on sent qu'il faudrait accélérer un peu le décollage, c'est l'Europe. Et effectivement, je pense qu'ils ne veulent pas trop se désynchroniser avec les Américains, surtout que les Américains étaient censés partir relativement tôt. Le départ se retarde, mais ils ne veulent pas trop se désynchroniser, quitte à aller taper plus fort derrière. Je comprends. C'est un peu le schéma qui est en tête. C'est l'option stratégique de la BCE. À mon sens, c'est ce qui à l'arrivée va se dessiner, parce que effectivement, ils prennent un peu de retard. Par rapport, même si les élections européennes, plein de choses, ils prennent un peu de retard par rapport à la réalité de la conjoncture européenne, qui va un peu mieux que prévu, mais qui n'est pas très florissante, en tout cas qui ne mériterait peut-être pas des taux à ce niveau-là, quoi. Sans retomber dans les excès des années précédentes, on a de la marge, quoi. Oui, entre moins 0,50 et 4, aujourd'hui, il y a effectivement... Il y a une marge. Il y a de la nuance. Voilà, il y a de la nuance. Mais on sent bien que... ils ont du mal à partir devant les Américains. Oui. C'était fait en 2012, ça s'était mal fini, et donc Lagarde n'a pas envie de... il y a eu des phases de désynchronisation, 2016-2018, la Fed mène un cycle de remontée de ses taux quand la BCE, elle continue d'augmenter son accommodation, par exemple. Donc là, on était quand même, il y avait une divergence. Mais dans ce sens-là, visiblement, ils sont plus... à la hausse, ils sont plus compliqués. Ouais. Voilà. Bon, 2008, 2011, ils ont réussi à s'affranchir de la Fed quand même pour monter mais les derrière, taux. Non, mais si, quand même, je veux dire. Ça a été un peu douloureux derrière, quand même. Oui, non, ça, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on fait quand tout monte, Arnaud? En fait, c'est ça un peu ma question, parce que les actions, le crédit fonctionne très bien également, même les matières premières se réveillent. Je ne parle pas du Japon, même ceux qui veulent mettre un pied dans les émergents, depuis quelques semaines, finalement, s'en sortent plutôt bien. Est-ce qu'on se dit, on essaye d'être un peu partout? Est-ce qu'on essaye de regarder ce qui n'a pas vraiment encore monté? Parce que quand je dis que tout monte, tout ne monte pas, évidemment. Alors toujours une diversification. Ouais. En tout cas, en termes d'allocation géographique, sur le sujet, je pense que toutes les zones sont achetables aujourd'hui. Et on est présent sur toutes les zones avec des pondérations plus ou moins importantes, mais une surpondération sur les zones économiques européennes pour les valorisations. Ouais. Donc la deuxième position étant la position américaine pour les valeurs de croissance, et on va dire pour la création, pour le rattrapage de valorisation, même si on n'a pas encore de signaux tangibles de reprise économique en Chine, on est présent également sur la partie Chine. Ouais. Le Japon, on le maintient, même si on se dit que la grande partie de la surperformance a été faite, on va dire, sur la dévaluation de la devise, et le mouvement qui a été fait par les BOJ pourrait être un frein. Ce qu'on se dit aussi, c'est que quand la croissance économique américaine marche bien, qui est le principal partenaire du Japon, également de la Chine, il faut rester investi et surtout sur les progrès de ROE mis en place sur l'ensemble des sociétés et les modèles dividendes rachetés. Les retours sur capitaux employés, Exactement. les returns sur equity, tout ça a beaucoup changé. En tout cas, ça devient une préoccupation beaucoup plus importante pour de nombreux CEO aujourd'hui d'entreprises japonaises. Et le point important, donc, c'est de maintenir au sein de nos allocations, on va dire en titre vif, quand on regarde, c'est de trouver des idées de valeurs qui sont en retard, mais qui ont des business models qui sont résilients. Donc, société qu'on peut citer, qu'on a intégré dans nos gestions il y a peu, c'est Veolia Environnement. Ouais. C'est quoi l'intérêt de Veolia aujourd'hui? Veolia Environnement, c'est une croissance, on va dire, organique aux alentours de 4-5%, une croissance des bénéfices pas encore appréciée à juste titre par les marchés financiers. On a une attente de 11%, donc au-dessus des attentes du marché à l'heure actuelle, 15% sur l'année prochaine, une valorisation en dessous de sa moyenne historique, un PE de 13, donc en deçà du marché. On rappelle que c'est le leader mondial quand même de la transformation écologique, environnementale, des métiers diversifiés en termes géographiques. Voilà, c'est un point aujourd'hui qui nous semble important en période de rattrapage. Et ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est des valeurs en retard avec des business résilients et qui sont leaders. Veolia coche toutes les cases. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire dans notre portefeuille. Et ça, c'est un play sur notamment la reprise européenne. Exactement. Puis c'est un proxy quand même, puisque elle n'est pas considérée comme tous les autres utilities, comme Engie, comme EDP Renovabilis. On va dire c'est pas un call sur les prix l'énergie. Donc quand les prix du gaz qui baissent, on voit elles se font fortement attaquer. On a vu Engie ou EDP des parcours quand même difficiles. Veolia, c'est une reprise, on va dire, sur le momentum économique européen, puisque 40% du business est fait sur cette zone-là. On se dit bottom sur les PMI. Voilà, une reprise, un positionnement sur cette valeur-là. Oui, bien sûr. Idée de diversification, effectivement, avec l'Europe, quand même, plutôt en bonne position. À quoi il faut faire attention dans ces marchés, Igor? Je dis tout monte, évidemment, on est content. Bon, il y a le débat sur la tech américaine, le thème IA. Est-ce qu'on est déjà dans des niveaux de surchauffe qui doivent mettre un peu les gestionnaires d'actifs ou les investisseurs en alerte, en vigilance extrême, ou est-ce qu'on est encore dans quelque chose où le buy and hold reste une bonne stratégie aujourd'hui? Quand le rallye boursier s'élargit, c'est toujours une meilleure nouvelle et c'est toujours vers les secteurs, et on vient d'en parler, qui ont beaucoup sous-performé qu'il faut aller. Donc les small et mid-cap, les secteurs... Les planètes s'alignent pour les small et mid-cap aujourd'hui, selon vous, Igor? 24 doit être une année positive pour les small et mid? Il y a deux scénarios qui sont très adverses. C'est quand on coupe le financement, et quand la croissance économique, il y a une attrition de la croissance économique, puisque les large caps, en fait, captent de la valeur. Donc là, on n'est pas dans ces deux scénarios. Au contraire, on a probablement passé le cap du financement le plus cher et le moins répandu. Et puis, la croissance économique va un peu mieux. Donc oui, il faut aller vers des choses qui n'ont pas bien marché, qui sont peu chères, où il n'y a pas vraiment de problème de financement. Moi, j'aime bien faire des portefeuilles du titre vif. À la limite, les ratios de valorisation dépendent des anticipations de croissance, du modèle, mais ce qu'il faut, c'est avoir des bilans bien financés. Soit pour alimenter sa propre croissance, soit pour verser du dividende. Et j'aime toujours bien faire des listes dividende yield, parce que le dividende, c'est 2/3 d'une performance action cumulée sur 100 ans, si on regarde le S&P 500. Donc on l'oublie, mais c'est la théorie du signal, donc c'est de l'argent qu'on rend aux actionnaires. C'est sûr que le crédit peut concurrencer un petit peu cette forme d'investissement, mais
C'est aujourd'hui, si vous prenez le pétrole, l'automobile, Stellantis, Total Energy, je parle français, mais vous avez quand même des bons niveaux de rendement. Donc, je ne dis pas que tout est rose sur la planète, mais de toute façon, tout ne sera jamais tout rose. En même temps, non. En même temps, c'est quand même l'histoire de l'humanité. Donc, il faut être humble. Après, qu'est-ce qui peut faire dérailler? On l'a dit, la géopolitique, une faute de trajectoire monétaire. Oui, là, je pense que c'est vraiment la BCE qui a le viseur. Là, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Je suis un peu étonné de voir que notre banquière centrale ne veut pas donner de visibilité. Parce elle a signalé le printemps, ça a été dit explicitement quand même. Je crois qu'ils ont quand même de visibilité. Parce que vraiment, c'est une zone c'est la zone dont la gouvernance est la plus complexe, et dont l'économie est entre guillemets la plus faible en termes de capacité. Donc, s'il y a une petite surprise sur une baisse des taux plus forte, plus rapide, un discours, là, je pense que le marché européen, il va rallier très, très, très vite. Mais il y a deux risques différents. Le risque pour la Fed, c'est qu'elle aille peut-être encore un peu plus lentement et un peu moins fort. Ils ont quand même dépricé, enlevé une baisse de taux en 2025. Oui, ils ont en 2025 que nous, on n'a pas. Oui. Eux, ils ont... et le risque pour la BCE, c'est quand même qu'elle aille peut-être un peu plus vite, plus fort, ou en tout cas plus fort. C'est plutôt un bon risque, oui. Oui, voilà, c'est ça, risque opportunité. Mais une fois qu'on a enclenché sa baisse des taux, qu'on a baissé les taux, il y a une option qui a disparu. Ah oui. Donc c'est une question vraiment de timing. Donc les Américains font ça très bien. Il a attendu jusqu'au moment où il pouvait le faire. Voilà. Nous, je suis pas sûr qu'on ait les moyens d'attendre beaucoup. Et après, il faudra rattraper vite, mais il faut pas créer de perturbations dans la prise d'information par les marchés. Il faut attendre la publication de la série des salaires du premier trimestre qui interviendra au mois d'avril ou au mois de mai. Non, mais c'est ça la forward guidance qu'on a. Non, pour l'instant, on n'a pas d'autre. Non, mais ils veulent avoir l'information la plus fiable possible pour prendre leurs décisions et que effectivement, ils acceptent d'être en retard peut-être de ce point de vue-là. Oui, enfin moi je pense que c'est aussi un peu avec les états-membres de la Fédérale Réserve qui regardent aussi. Moi je pense qu'ils auraient bien aimé coordonner. On va descendre ensemble. Je pense que ça reste. Oui, enfin, il faut quand même qu'il y ait une option, il faut quand même qu'il y ait un plan B, quoi. Oui, mais le plan B, il va s'imposer. Il va probablement s'imposer à eux, mais à l'origine, ils avaient un plan A majuscule qui était de dire voilà, les Américains y vont et nous on y va avec, et comme ça, il n'y a pas de problème. Ils sont payés pour réfléchir aussi à des scénarios alternatifs. Justement, mais sur les marchés de taux et crédit, ça m'intéresse là. Est-ce qu'on voit alors, je ne sais pas s'il y a une surchauffe sur les actions. En tout cas, il y a un momentum très positif sur les marchés de taux et crédit. Est-ce qu'il y a des poches d'exagération qu'on peut identifier déjà aujourd'hui? Il y a deux phénomènes sur les marchés de taux. Un, ce qu'a réussi la Fed, c'est diminuer la volatilité du taux 10 ans. Là, le taux 10 ans, ça y est, on commence à retrouver des niveaux de vol qui étaient ceux d'il y a quelques années, ce qui stabilise les autres marchés aussi. 4,25, ça y est. Non, mais même en termes de vol de volatilité, je comprends, d'accord. On stabilise donc ce qui aide les autres marchés, parce que quand le 10 ans, qui est le taux sans risque, se balade toute la journée, ça ne facilite pas la réflexion sur les autres marchés. Donc ça, déjà, la Fed a réussi d'arriver à arrimer autour de 4,25, 4,30 pour le moment, voilà. On a quand même une remontée de 40 centimes depuis le début de l'année, qui a été absorbée sans trop de problèmes. Voilà. Je dirais que sur le crédit, on est sur des poches. Aujourd'hui, le crédit sur le rendement, ça ne reflète pas le risque qui est pris. Très clairement, on est sur des choses qui sont des spreads qui sont trop bas, à part de façon à peu près unanime. Parce qu'aujourd'hui, on voit pas. On voit pas les risques extraordinaires. Il faut voir que comme aujourd'hui, on a un taux d'intérêt réel positif. Court terme, moyen terme, ça. Donc, comme disait quelqu'un, les taux d'intérêt réels positifs, c'est comme les termites. Ça attaque les charpentes, mais on ne voit pas les choses. Et aujourd'hui, nous, on a identifié des risques. Il y a 4 risques. Il y a un risque de problème de crédit, un risque de problème sur la vol, parce qu'il y a aussi pas mal de choses sur la vol, sur short vol, qui est en position assez technique. Problème sur l'inflation, s'il y en a un dérapage inflationniste qui met la Fed devant. Et on a un problème sur la bulle Internet comptable comme ça. On a des choses qui peuvent mettre totalement diverses, qui peuvent mettre le feu au marché, qui ne sont pas anticipées. Donc, clairement, c'est quand même des sujets où tout le monde a un peu les yeux dessus, quand même. Vous citez la bulle Internet. Enfin, on parle que de ça tout le temps, tous les jours. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Est-ce qu'on est en bulle? Est-ce que c'est 2000? Oui, on se pose la question comme on se pose la question 2000, mais les gens il faut regarder où l'argent parle. L'argent parle. C'est quand même des chiffres. L'ETF Nvidia x2, il a fait 8 milliards de collectes depuis le début de l'année. Le retail est au max là. Voilà, et comme on parlait tout à l'heure de Reddit, comme disait monsieur, on va en parler. Là, c'est le même stock.
stock. Enfin, c'est vraiment le règne du retail américain qui achète des choses. Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils achetaient l'autre jour, ça, j'ai oublié, mais des choses qui n'ont pas de sens en termes de valorisation. Et pourquoi Reddit, ça n'aurait pas de sens Non, mais je parle d'un truc qui est en défaut et qu'ils achètent. Ah oui, alors ça, d'accord, j'ai pas vu. Mais bon, Reddit, oui, enfin, des boîtes qui perdent de l'argent et qui rentrent en bourse sur le marché. C'est l'histoire des États-Unis, c'est comme ça qu'ils financent leurs entreprises. Oui, mais il y a quand même pas gagné d'argent et pas gagné d'argent. Des fois, comme Europcar, il y a des choses qui sont condamnées et qui, malgré tout, vivent en bourse maintenant, surtout maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Sur les introductions en bourse, alors justement, Arnaud, bon, il y a eu Reddit aux US, c'était là. Je crois qu'il y a eu un truc aussi, Astera Labs, c'est ça, qui s'est envolé, je crois, de 75% le premier jour. Donc ça, c'est les US. Nous, on a eu Douglas, donc la chaîne de parfumerie, moins 15 en 2 jours. Et heureusement, Galderma, qui était peut-être le vrai test. Ça fait des semaines qu'on en parle et qu'on attend de voir dans quelles conditions ça va s'introduire. C'est la plus grosse pour l'instant de l'année. Bon, à Zurich, en l'occurrence, et ça se passe plutôt bien. Quand on regarde, on a beaucoup d'introductions à bourse ces derniers temps. Le point qui est notable, c'est que, comme on disait précédemment aussi, c'est-à-dire les introductions en bourse sur des niveaux de marché élevés, des niveaux de valorisation plus élevés, sont quand même tout bénef pour ceux qui introduisent les actifs en bourse. Reddit a fait un parcours de plus 43% sur la première séance. Il était dit tout à l'heure une légère consolidation. C'est vrai que ça prête à question. C'est une boîte qui existe depuis 19 ans, qui a connu son heure de gloire pendant les périodes Covid. Qu'est-ce qu'ils font? Ils hébergent les réseaux sociaux. Après, des forums de discussion. Et il y avait des forums de discussion boursiers. GameStop a été l'emblème de ce qu'on appelait la Reddit Army, l'armée des inscrits sur Reddit. Est-ce que ça peut devenir des concurrents pour nos réseaux sociaux bien connus? Voilà, la question est ouverte et je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Par contre, c'est une boîte qui est là depuis 19 ans, qui ne gagne pas d'argent. Donc voilà, quand on voit le parcours boursier, il y a ça. Donc après, il y a la boîte Astera, qui est très présente dans l'intelligence artificielle également, qui fait un parcours énorme, plus 78% sur l'introduction en bourse. Voilà, après, vous avez le mot magique intelligence artificielle. Donc voilà, ça marche. Après, on a dans les SPAC, et c'est important, puisque vous avez Digital Wars Acquisition, donc je reprends le nom parce que c'est important, où à l'intérieur, vous devriez avoir une fusion avec Trump Media. Ouais. Donc ça, c'est un point important. Plus 140% de performance depuis le début de l'année. Ouais. Donc ça aussi, si la fusion arrive, vous allez avoir une création de valeur et ça va peut-être permettre à M. Trump de sortir de quelques problématiques financières. Ça. Mais voilà. La cotation est prévue, ils ont prévu de sortir, c'est ça, le réseau social. La fusion doit être votée dans les 48 prochaines semaines. Donc voilà, vous avez plein de choses, il y a des émulations, c'est des choses à surveiller. Est-ce qu'on est sur les niveaux que nous avons pu connaître l'introduction en bourse par le passé dans les grandes années 2000 ? Non, on n'y est pas, en tout cas en termes de nombre, ça c'est important. Après, c'est des choses, c'est des warnings à surveiller. Pour l'instant, voilà, c'est pas des grosses alertes. Donc aux US, donc c'est Reddit, Astera Labs, le réseau social de Trump, etc. Et nous, c'est donc Douglas, moins 15 en 2 jours, et Galderma. Mais attends, on est quand même le skincare, c'est super. C'est une boîte qui a été fondée par L'Oréal et Nestlé. Je veux dire, c'est quand même un savoir-faire, j'allais dire franco-suisse dans toute sa splendeur. C'est moins fun, c'est moins hype, c'est moins. Le skincare, si, ça marche bien quand même. L'Oréal, c'est quand même. Après, c'est différence toujours entre le traitement européen et le traitement américain sur les introductions en bourse. Ouais. On l'a vu, je reprends les exemples de Coty, on parlait également de Believe. Voilà, ça a été quand même des échecs boursiers. On est en Europe. En Europe, on préfère les choses tangibles avec de la visibilité. C'est comme tout, c'est comme la consommation, c'est comme le niveau d'endettement, c'est l'Europe. Ça apporte un signal quand même de voir ces introductions en bourse un peu revenir, Igor. D'abord que les marchés financiers sont dans un état de bonne santé, puisqu'on n'introduit pas en bourse au plus bas en 2008. Quand ça dysfonctionne, donc ça veut dire qu'il y a de la liquidité, de l'intérêt. Après, il y a toujours... Ça permet une rotation du capital quand même aussi. Oui, après, il faudra regarder, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu plus de sorties de la cote depuis 10 ans. Toujours. Et ça, c'est une tendance un peu long terme. Oui. Qui est quand même assez moyenne pour justement la diversité de la cote, etc. Peut-être que les fonds de private equity, on en parlait, Gilles, vont avoir quand même besoin de la cote pour sortir, parce que ça commence à devenir un peu difficile, et que les multiples de marché coté, finalement, n'ont pas fait le gap, la distance avec les multiples non cotés, mais il y a de la liquidité. Donc quand il y a des liquidités dans un marché, c'est bien d'y être. Après, est-ce qu'il y a surliquidité, survalorisation ? Non. Sur la totalité du marché. Oui, sur certaines poches.
Donc il faut faire un travail de stock picking, de choix. Et après, je voudrais revenir sur le crédit. Ce qui est, à mon avis, un élément quand même de bonne santé, c'est que les taux de défaut des entreprises ne s'envolent pas. Il n'y a pas de... Et on voit bien aussi dans les provisions pour créances douteuses des banques, il n'y a pas de risque entrepreneurial, corporate, qui soit aujourd'hui pas monitoré ou en tout cas qui n'explose pas. Donc ça explique que les gens veulent du crédit. Qu'il y a plus d'acheteurs d'obligataires que d'actions, puisque le monde vieillissant, les acheteurs de sous. Ouais. Donc je ne dis pas que les niveaux de taux sur le high yield est tout à fait cohérent, mais on n'a pas encore retracé toute la crise obligataire, alors que la crise action, on l'a retracée. Ah oui, c'est un peu normal, ça va. Donc non, c'est un signe de bonne santé. Après, bon. Mais intéressant le point là, si les firmes de private equity sont plus sous pression aujourd'hui avec des clients qui demandent de l'argent, rendez un peu l'argent en partie avant qu'on en remette, est-ce que ça fait des meilleures introductions en bourse ? Je veux dire, est-ce que ça veut dire que les pricing vont être un peu moins agressifs, qu'il y aura quand même au moins une conversation un peu plus équilibrée entre les marchés de capitaux et les marchés privés ? On aimerait bien, puisque en fait, on sait bien que les performances boursières se font à l'entrée, à l'achat, donc... Une IPO, s'il y a une belle décote, même si le cas d'investissement il nous plaît pas beaucoup, si dans tout le marché se diffuse que c'est 30% des cotés, tout le monde va mettre un ticket, il y aura une sursouscription et puis la machine va s'emballer. C'est un classique. Donc le problème des fonds de private equity, c'est que je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de latitude sur les prix. Non. Parce qu'effectivement, il faut rendre l'argent, il y a de moins de souscriptions, donc on verra. Sur ce, non, mais ça, sur les introductions en bourse et la conversation entre le private equity et la bourse, est-ce que le rapport de force peut changer de nature dans un moment où le private equity est peut-être un peu plus sous pression et où les marchés de capitaux et les marchés boursiers, eux, sont quand même plutôt revenus à des niveaux corrects. Mais avant, il y a une caractéristique quand même du private equity, j'ai lu la théorie de l'Autriche, c'est qu'on n'a pas de valo jusqu'au jour où on a une valo. Et la valo, elle peut être bonne ou elle peut être très mauvaise. Et là, on sait qu'il y a quand même quelques cadavres qui s'accumulent un peu et qui peuvent mettre de la pression. Et je pense que le déséquilibre qu'on a connu avec les sorties de bourse, en fait, les marchés publics vont reprendre une prééminence. Parce que la décote de liquidité va un peu se réduire quand même. À mon sens, oui, parce que de toute façon, il y a globalement moins d'épargne. Je veux dire, avant, on avait trop d'épargne. Donc, on était obligé il y avait des taux zéro, on avait des private, tout ça. Maintenant, je pense qu'on va vers un monde prochaines années qui a moins d'épargne. Les déséquilibres d'épargne sont moins prononcés. Vieillissant, il y a eu le Covid. Et donc, je pense besoin d'investissement en face, donc peut-être moins d'accumulation d'épargne. Voilà, on va retrouver un plus grand équilibre entre les marchés publics et les marchés privés. Et que la jonction sera un peu compliquée. Et je pense que les private equity vont devoir faire avec ce qu'ils ont. Mais à l'arrivée, oui, je pense qu'on va avoir un retour sur le finance publique, on va avoir un retour sur le financement bancaire, parce que globalement, on va passer d'une ère de surabondance d'épargne à une ère qu'on a connue avant, 90-2000, où l'épargne est quand même rare et à un prix, d'ailleurs un prix positif. Mais bien sûr, la liquidité a un prix, le capital a un prix. On est sur les taux d'intérêt réels positifs, si on revient, et parce qu'on avait quand même 10 années d'anomalies de taux d'intérêt réels négatifs, et donc tout ça va refaire un retour à la normale ou à ce qu'on a connu. Voilà. Juste, c'est Equinix, c'est un rate de AI, et donc c'est quoi Equinix. Cette semaine, il y a eu Equinix, donc c'est une société de rate, donc de real estate. Foncière, immobilière, oui, d'accord. Et donc le patron, le directeur financier ont démissionné parce qu'ils ont trafiqué les comptes assez allègrement. C'était dénoncé par Hindenburg Research, et ça fait moins de 2% parce qu'ils travaillent sur quoi ? Ils abritent les serveurs d'intelligence artificielle. Donc on a beau avoir des missions. L'IA est plus forte que l'escroquerie des managers. Voilà. C'est ça. Donc, oui. Et ça, c'était où ça ? Sur Equinix, c'est aux États-Unis. D'accord. Donc voilà, la psychologie est là, parce que même des missions du président et du directeur financier, on est à moins de 2% avec des comptes truqués, et Hindenburg Research. Il y a eu des controverses pour moins que ça quand même. Voilà, et moins de. Si je peux me permettre, ça serait pire s'il restait avec des comptes truqués. Oui, aussi. Voilà, en plus. Mais à moins de 2% à la fin de la journée. Donc on voit bien que l'IA emporte tout sur son chemin, et donc on peut dire que c'est une bulle, tout ce qu'on veut. Moi je vais écrire. On voit bien qu'aujourd'hui, là où va l'argent, c'est ça. Donc il faut respecter l'argent, c'est là où il est. Et donc le marché est prêt à racheter la moindre faiblesse sur ce thème de l'IA sera mise à profit pour des investisseurs pour rentrer, pour en racheter. On a déjà eu un peu le cas, même si ça se concentre. On a perdu dans les 7 magnifiques, on a perdu Apple, on a perdu Tesla, ça se concentre. Après, le jour où il y aura peut-être un accident, et en tout cas, je ne vois
pas comment Nvidia peut continuer à terme à justifier ces choses. Et là, il y aura un rappel à la réalité. On l'a eu sur Tesla, on avait une discussion sur Tesla, on l'a eu sur Apple, ça a pris un peu de temps. Mais on est quasiment à moins 10 là, voilà, c'est vrai, mais c'est pas fini parce que voilà, il n'y a pas de croissance. Et je pense qu'on aura cette discussion sur Nvidia, peut-être pas le trimestre prochain, mais dans 2 ou 3 trimestres. Oui, voilà. Donc, oui, c'est une question de timing, quoi. Une question de temps. Voilà, mais oui, pour moi, je veux dire, l'argent parle, mais à l'arrivée, ce sera comme le reste. Et Apple, je sais pas, ça baissait déjà depuis 5-6 semaines, effectivement. L'action du département de la justice, c'est de nature à casser encore un peu plus le statut boursier d'Apple. De toute façon, les 5 des 7 magnifiques ont beaucoup, c'est une situation de monopole à la base, que ce soit Google, que ce soit Amazon, que ce soit, on est sur des pratiques monopolistiques et voilà. Et c'est ça plateforme, oui, la bien plateforme, sûr. Oui, mais donc déjà ils sont tous vulnérables. Enfin, les plus gros Meta, sont sur le plan légal. Sur le plan légal, ils sont vulnérables. Jusqu'à présent, ils avaient la concurrence. En tout cas. Voilà. Après, je pense qu'Apple, la justice, c'est pas son principal problème. On a évoqué de nombreuses fois ici, c'est l'absence totale de croissance. La voiture est abandonnée. Le casque est un échec, on peut dire. Et Tim Cook qui était en Chine cette semaine pour faire un peu de public relation, quoi. Et ils sont, comme Tesla, extrêmement vulnérables à l'impression chinoise, parce que si la Chine... Ils sont quoi, 5e, 6e maintenant sur le marché chinois du smartphone. Oui, mais c'est de là venait une partie de leur... Oui, je sais bien, mais ils n'arrêtent pas de reculer, quoi. Et Tesla aussi est extrêmement vulnérable à la Chine, donc je veux dire, c'est une boîte qui était quand même très vulnérable et qui surtout était valorisée 30 fois les bénéfices pour zéro croissance. C'était la discussion qu'on a déjà eu plusieurs fois, et là, je pense qu'ils sont rattrapés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller très très bas, mais c'est une très belle boîte, mais on ne paie pas 30 fois les bénéfices. Oui, et puis c'est des boîtes qu'on a vues parfois divisées par 2 très vite, et puis ensuite repartir effectivement capable de doubler ou Apple, il va falloir trouver des idées. Pardon, Igor. Les valeurs technologiques, elles sont achetées pour quoi? Pour la technologie. S'il y a plus de momentum technologique. Je suis d'accord. Bon, effectivement, comme dit Gilles, on ne va pas payer 30 fois. Moi, je suis un peu dubitatif sur le mouvement technologique que représenterait l'intelligence artificielle, au sens vraiment profond de la rupture schumpeterienne technologique. Je pense que c'est une excroissance de la data, mais ce n'est pas un progrès technologique comme le moteur à explosion, entre guillemets. Donc, je dis juste que les valeurs technologiques, ça doit quand même apporter régulièrement des ruptures technologiques pour qu'on puisse payer donc du chiffre d'affaires, etc. Là, on est un petit peu dans un trou d'air avec Apple. Il n'y a pas de nouveaux produits, bon, il y a des évolutions, mais c'est pas... On verra, parce qu'un des grands sujets, c'est quand même de pouvoir mettre une partie de la puissance de calcul de l'IA sur les devices, et il va falloir quand même remplacer tous nos devices, smartphones, laptops, etc., pour intégrer justement les nouvelles puces IA, les nouveaux processeurs qui permettront justement les applications et les cas d'usage de l'IA. Donc il y a quand même une vague de renouvellement du hardware qui est peut-être devant nous. Et avec un prix du hardware qui est peut-être un peu différent de celui déjà cher. Arnaud. Pour revenir sur Nvidia, il y a eu le lancement de la nouvelle puce GPU Blackwell. Et c'est le prix. En fait, on a eu la communication sur le prix. C'est 30% supérieur à la puce précédente. Pour une puissance 2 fois supérieure, donc on a 43 000 $. On passe à tout ça. Je refais un peu l'analogie avec les années 2000, quand on a eu l'explosion de la bulle des dot-com. Ça joue sur quoi? Ça se joue sur les prix. C'est là où on a l'inflexion sur les prix, où tout le monde fait la course aujourd'hui à être équipé sur les puces super intelligence artificielle de Nvidia. Là, on va voir l'inflexion, c'est à ce moment-là. On n'y est pas encore. C'est pour ça que vous soulignez sur les prochains trimestres, mais c'est ça qu'il faut bien surveiller, je pense. Oui, la surcapacité. La surcapacité, au moment où on aura le mouvement. Il y a le problème chez Nvidia de la comptabilité qui n'est pas toujours très claire, mais oui, il y a des acheteurs, puis il y a le problème avec la Chine, la relation avec la Chine est un petit peu... Oui, j'ai vu ça, oui. Il y a des petites choses qui ne sont pas forcément très claires. Bon, après, peut-être ça se finira positivement, voilà. Puis il y a aussi un problème, c'est qu'ils parlent de la même puissance, mais on ne parle pas, cette puce qui a été présentée, elle demande 3-4 fois la puissance de refroidissement. Il y a des problématiques... le sujet énergétique est complètement occulté aujourd'hui des GPU. Et pour rejoindre ce que disait Igor, moi je pense que sur l'AI, on a aujourd'hui ce qui est la réalité de l'AI, c'est une augmentation sur la traduction, sur des choses un peu statistiques complexes, traduction et choses comme ça, mais on vend l'IA générative, on vend l'IA qui remplace l'humain, alors que c'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui en magasin, ou ce qu'on va avoir en magasin dans les 3 ans qui viennent. Ce qu'on va avoir en magasin, c'est la traduction simultanée, parce que on gère des règles complexes qu'on n'arrivait pas à gérer avant. La synthèse de documents, des trucs comme ça, des du reporting, des trucs qui sont sympas, mais qui ne sont pas des ruptures technologiques, comme disait Igor. Dans la médecine, ils vous disent quand même, il y a déjà aussi aujourd'hui des boîtes de
biotech qui sont capables, quand il faut peut-être parfois 10 ans de développement pour mettre un médicament sur le marché, il y a des boîtes qui sont capables aujourd'hui, grâce à de la puissance de calcul supplémentaire, de modéliser beaucoup plus vite et d'aller en 4, 5, 6 ans sur le marché, là où avant ça prenait 10 ans. Il y a quand même aussi des réalités. C'est pas forcément de l'IA, c'est pas des langages multiples. Non, mais c'est de la puissance de calcul. Oui, mais c'est la puissance de calcul. Bah oui, mais je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. On confond un peu tout là-dedans. Voilà, on confond pas mal. D'accord, c'est pas de l'IA générative. Non, mais l'IA générative n'est que, oui, ChatGPT, enfin l'IA n'est pas née avec ChatGPT. Tout le monde a bien conscience de ça. Pour moi, c'est de la régression améliorée. Et je pense qu'un des endroits où ça va être le plus mais la nouveauté, c'est la puissance de calcul. L'un des endroits, on va traduire en instantané. Aujourd'hui, on va avoir des choses en traduction. La traduction sera... Mais pour le reste, c'est applicatif. Les gens regardent Cockpit sur... C'est sympa. C'est gentil, mais c'est pas ça c'est pas la rupture qui a été Internet il y a 20 ans, de dire qu'on va acheter nos billets à la maison. Enfin, Internet, c'était une rupture dans la délivrance, plein de modes. Ça a tué la presse, ça a tué les agences de voyage, ça a tué... Là, l'IA, ça va tuer les traducteurs, quoi, à l'heure actuelle, mais ou pas les performances, j'en sais rien. Non, mais voilà, mais bah non, mais bon, voilà, ça va quand même. Il y a quand même beaucoup de secteurs qui sont concernés. Voilà, mais c'est des trucs où c'est pas une création, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre l'IA réelle telle qui est à 5-10 ans, qui est une statistique de langage un peu attendue, et l'IA générative qu'on fait miroiter derrière en termes de rupture technologique beaucoup plus importante. De toute façon, il y a une loi, alors j'ai plus le nom de la loi en tête, mais on surestime toujours l'impact à court terme et on sous-estime les impacts de moyen long terme. Sur Internet, ce qui était prévu en 99, Netflix, tout ça, c'est arrivé en 2020. C'est ça. Netflix, Web One, c'est devenu Amazon. Moteur Explosion, c'est une bonne démonstration. Ça a mis 30-40 ans à changer la face du monde. Les premiers canons en guerre 14-18 étaient tirés par des chevaux. Bon, après, là, on est tous équipés d'Internet, de devices. Enfin, il y a quand même une base installée qui permet... Non, mais pour que ça change les rapports du facteur travail, capital, c'est ce que disait Gilles, ça met beaucoup plus de temps. Mais l'intelligence, la définition de l'intelligence, c'est pas juste la mémoire, la statistique. Résoudre un problème, on demande à ChatGPT de faire progresser de 10 ans l'espérance de vie moyenne des êtres humains, il peut pas. Donc vous voyez, c'est ça, il y a encore du chemin. Bon, à suivre. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché au terme de cette semaine qui aurait été la meilleure semaine en termes de performance hebdomadaire pour les actions mondiales. On le rappelle, avec un MSCI World qui a gagné autour de 2% cette semaine. Arnaud Morel était avec nous, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Igor Demac, dirigeant associé chez Vital Épargne. Et Gilles Etcheberry-Garay, président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management.